Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Arsenal French Club, le podcast. On va tenter de débriefer de ce match au sommet de cette première ligue, ce match qui opposait le vainqueur, le dernier vainqueur et le dernier champion de la première ligue, Manchester City, à nos Gunners d'Arsenal. Pour m'accompagner aujourd'hui, il y aura personne. Je suis tout seul. Mais on va tenter quand même, je vais tenter quand même de vous débriefer de mon ressenti sur ce match, sachant que je fais le débrief juste après la rencontre et que vous doutez bien, chers auditeurs et supporters d'Arsenal, que les émotions se mélangent et qu'on n'est vraiment pas passé loin de faire quelque chose de très grand à Manchester. On commence par la compo de nos Gunners. Au but, nous avions David Raya, une défense à 4 avec Timber, Saliba, Gabriel et Calafiori. Euh, Milieu de terrain, Rice, Partey, Trossard, à droite, Saka, à gauche, Martinelli et en pointe, Kai Havertz. Arrêtons-nous quelques instants sur cette compo, quelque peu, je dirais, surprenante, en tout cas que j'ai trouvé surprenante. À deux niveaux. Le premier point sera la titularisation. Alors, je vais parler d'une doublette Calafiori-Timber, puisque White avait été laissé pardon, sur le banc pour le début de la rencontre. Donc, choix tactique ou façon de préserver White qui peut-être avait un petit bobo. Je ne sais pas trop, mais c'était assez surprenant pour moi. Et la deuxième surprise, beaucoup plus grosse, était la confiance qu'accordait le coach Arteta à Thomas Partey au vu de ses dernières prestations et notamment du dernier match face à l'Atalanta Bergame en Ligue des Champions, qui était, somme toute, relativement allez, je vais pas dire catastrophique, mais plus que médiocre. Une entame de match, que dire sur ce match? Déjà, on a assisté j'ai trouvé qu'on a assisté à une rencontre, et notamment un début de rencontre, contrairement aux dernières oppositions que l'on a pu voir sur les saisons passées et sur la saison dernière notamment. J'ai trouvé qu'on avait un début de rencontre très, très nerveux des deux côtés, puisque le premier tampon intervient au bout de 5 ou 10 secondes. S'ensuit la revanche de City où Haaland met un tampon sur Saliba. Donc, j'allais dire des joueurs relativement nerveux. Je pense que l'enjeu était identifié par tout le monde, puisqu'en cas de victoire, City pouvait prendre 5 points d'avance sur Arsenal. Et si nous l'emportions, nous prenions la tête de la PL avec un point d'avance sur City. Et en cas de match nul, ben, les écarts restaient inchangés. On conservait nos 2 points de retard sur City. À noter une première occasion de Gundogan qui, sur un très bon contrôle, se met en position de frappe, mais sa volée passe nettement à côté. Et puis, très rapidement dans la rencontre, dès la 9e minute, Haaland ouvre le score. Alors, sur une phase de jeu, somme toute, assez, j'allais dire, typique côté City, mais néanmoins où on pourra relever pour ceux qui ont vu la rencontre ou qui reverront les images de ce but-là. Moi, j'ai noté deux erreurs. Alors la première par laquelle tout part, c'est la défense de Calafiori sur Savigno qui fait un contrôle orienté
très beau, mais néanmoins qui met Calafiori dans le vent. Et suite à ce contrôle orienté, il y a Partey et Gabriel qui font tous les deux la même course pour aller euh, fermer le côté gauche, ce qui a pour incidence de libérer l'axe. Et sur une passe en profondeur, mais vraiment plein axe de Savigno pour Haaland, euh, la balle va entre Saliba trop loin et Gabriel qui était parti un petit peu côté gauche, qui n'aura pas le temps de revenir, et d'une frappe plein axe, Haaland ouvre le score. Le score, pardon. Je vous avouerai qu'à ce moment-là, déjà, c'était un match que je craignais de par les dernières prestations de nos Gunners et de par aussi euh, le phénomène de garde dépendance. Et quand vous prenez un but aussitôt à City, vous avez quand même généralement de grandes chances de passer une sale journée. Et pour autant, on a vu une réaction des Gunners et ironie du sort ou pas. Mais finalement, ce sont les deux incriminés sur le premier but qui vont se révéler décisifs. Dans un premier temps, Calafiori qui va égaliser sur un appel en profondeur d'abord de Martinelli euh, qui va fixer son homologue Walker, pardon, qui va mettre la balle en retrait sur Calafiori, qui d'un enroulé du gauche va chercher la lucarne opposée, frappe sur laquelle Ederson ne peut absolument rien faire. Donc 22e minute, on égalise. Et avant le deuxième but qui va intervenir à la toute fin de la première mi-temps, il y a déjà eu une occasion franche, en tout cas une situation assez chaude côté Gunners sur un premier corner, déjà frappé par Saka, où on voit toujours cette fameuse touche d'Arsenal et de Nicolas Jauvert, où Martinelli arrive à se démarquer et à toucher le ballon de la tête, mais ne cadre pas son coup de tête. Et quelques minutes après, rebelote, on reprend les mêmes. Saka au corner, Martinelli, Martinelli, pardon, Gabriel qui se démarque du marquage de Walker, Saliba et Martinelli qui font le job sur le gardien qui ne peut pas sortir, et Gabriel qui vient mettre son coup de tête rageur et qui vient nous donner l'avantage juste avant la mi-temps. Et là, du coup, on se dit, bah, 2-1 à la mi-temps, euh, est-ce que c'est mérité ou pas? J'en sais rien. En tout cas, on a vraiment retroussé les manches et on a délivré une première mi-temps, mais en général, une rencontre avec un engagement de tout instant et de la part de tous nos joueurs. Donc on se dit que bah, on va rentrer à la mi-temps en menant 2-1 et puis bah, du coup c'est toujours relativement intéressant. Et là arrive un fait de jeu sur lequel je vais m'arrêter un tout petit peu. À la 47e, 48e, Trossard fait une faute. On peut pas... Donc Trossard qui avait déjà pris un jaune à la 34e minute. Et sur un fait de jeu, il fait une deuxième faute. Et cette faute-là, je pense qu'on peut même pas le... On peut pas dire qu'il n'y a pas faute, puisqu'il y a une charge sur, sur un joueur de City, je crois que c'était sur Bernardo Silva. Donc charge de City, charge de Trossard sur Bernardo Silva. L'arbitre siffle faute. Trossard continue dans son élan d'action et dégage la balle. Et là, l'arbitre, malheureusement acteur du jeu, donc Michael Oliver, pour ne pas le citer, décide sans aucune réflexion, ou en tout cas sans prendre le temps de réfléchir aux conséquences de sa décision et aussi de mettre en avant l'esprit sportif, décide de mettre un deuxième jaune à Trossard, qui est donc
expulsé juste avant la mi-temps. Alors, je vous l'ai dit, le podcast, l'enregistrement est fait à chaud. Et je voudrais éviter, même si on a déjà parlé sur les derniers enregistrements, les derniers débriefs de match, j'aimerais éviter de lancer une polémique contre l'arbitrage. Néanmoins, il est important de préciser que, et sans vouloir jouer au Calimero, il y a ce sentiment d'injustice qui prévaut de plus en plus, où on remarque quand même que les semaines se suivent et se ressemblent dans la gestion de nos matchs par les arbitres qui officient lorsque nous évoluons en première ligue, où on prend énormément de cartons jaunes sur des phases dites d'anti-jeu. Alors que juste avant, je sais plus, mais je crois que c'est peut-être Doku, mais qui fait la même action, à savoir dégager dégager le ballon et qui ne prend pas de jaune. Euh, L'esprit du jeu et l'enjeu doit prévaloir sur des décisions qui sont comme ça beaucoup trop à chaud, puisque l'arbitre, à partir du moment où il a identifié qu'il s'agissait de Trossard et qu'il sait très bien qu'il lui a mis un carton jaune juste avant, sur cette faute-là, ou cet acte d'anti-jeu, ne peut-il pas se poser la question de savoir quelle va être l'incidence de sa décision sur le reste du match? À savoir Arsenal qui évolue à 10 contre 11 sur la deuxième mi-temps. Et, et je pense sincèrement que, en plus de ça, si maintenant en début de saison, Euh, comme maintenant il est dit que seuls les capitaines peuvent discuter avec les arbitres, que si c'est quelqu'un d'autre qui vient, il peut prendre un carton jaune. Les lois sont là, elles sont expliquées à tous par les instances qui régissent les lois arbitrales en première ligue. Et donc si on nous dit que dès l'instant où vous touchez le ballon après le coup de sifflet de l'arbitre, vous prenez un jaune, et que c'est appliqué à tout le monde, soit. Sauf que c'est pas le cas. Et là où ça me dérange le plus, et c'est pour ça que je vous parlais d'état d'esprit et d'esprit de jeu finalement, ce qui me dérange le plus, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant, les arbitres ont la possibilité de gérer, d'annoncer un temps additionnel, qui est un temps additionnel minimum et sur lequel vous pouvez encore dépasser si besoin est. Donc, si maintenant un joueur, quel qu'il soit, d'Arsenal, de City, de Chelsea, de Bournemouth, on s'en fiche un petit peu, dégage la balle pour gagner du temps. De toute façon, l'arbitre a cette faculté de dire, OK, il n'y a pas de problème, mais je rajouterai ça au chrono. Là où je veux bien que l'arbitre sorte un carton jaune dans ce genre de phase, dans ce genre de phase de jeu, c'est lorsque un joueur empêche une équipe bien en place de jouer rapidement et finalement empêche une situation de jeu qui peut être préjudiciable pour son équipe. Là, je veux bien. Et là, on peut parler de comportement antisportif, etc. Mais là, si on regarde bien la situation dans laquelle Trossard est pris par la patrouille, il dégage la balle, mais c'est une faute au milieu de terrain. City n'est pas en place. Nous, derrière, on est en place. Donc, à aucun moment, même si City joue rapidement, on peut être déstabilisé et inquiété, surtout qu'on arrivait sur la fin de la première mi-temps. Et là, vraiment, je vous garantis que je pèse mes mots et mon humeur pour ne pas crier au scandale, parce que j'ai pas envie de lancer une polémique et j'ai pas envie de donner l'impression que parce qu'on a fait 2-2, je suis mauvais joueur ou mauvais perdant, etc. Néanmoins, tout comme, je n'en ai pas parlé, mais comme la blessure de Rodri en début de rencontre, où, à mon avis, s'est fait les croisés, a eu une incidence sur le déroulé de la première mi-temps, puisque City était quand même beaucoup moins performant après la sortie de Rodri. Autant ce carton rouge va avoir forcément une conséquence sur le restant de la rencontre. Donc, vous l'aurez compris, on rentre à la mi-temps sur le score de 2 buts à 1 et
on est obligé d'évoluer à 10 contre 11 sur la deuxième période. Donc là, du coup, on s'attend à quoi? Ben, on s'attend à mettre le bus. On s'attend à ce que notre super défense fasse encore des merveilles, notamment face à City, qui est quand même connu pour avoir un jeu fluide, pour avoir un jeu lissé, pour avoir un jeu de possession, pour avoir un jeu d'attente et de pas se précipiter. Et on est là à tous serrer les doigts, les jambes, tout ce que l'on peut serrer pour espérer, d'une part, de ne pas perdre la rencontre, et puis avec beaucoup d'espoir de pouvoir remporter les 3 points, puisqu'à la mi-temps, nous menions. Le coach fait un choix, je suppose, tactique, en faisant rentrer White à la place de Saka dès la deuxième mi-temps, où on verra j'allais dire des scénarios, non pas des scénarios, mais des compositions des compositions d'équipe où on va évoluer notamment souvent défense à 5 et une ligne de 4 4 devant, avec White qui rentre en troisième défenseur central. Et on conserve Calafiori à gauche et Timber à droite. Très honnêtement, alors du côté Gunners, bon, clairement, on n'a pas, on n'a rien à se mettre sous la dent d'un point de vue offensif. Il y a des stats qui parlent pour elles-mêmes, puisqu'à un moment donné, à la 67e minute, le nombre de passes réussies sur la deuxième mi-temps par City est au nombre de 167, alors que au bout de 22 minutes de jeu, nous avions fait 9 passes côté Gunners. Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement, on s'attendait à souffrir. Nous avons souffert avec des joueurs qui étaient de plus en plus marqués physiquement. On a vu pas mal de joueurs s'étirer, avoir des débuts de crampes, etc. Les changements se font au fur et à mesure. Là, on voit aussi le manque pas de conditions physiques, mais le manque pour certains, le fait qu'il n'ait pas enchaîné des matchs, ben forcément, des matchs de PL, c'est usant. Donc Calafiori, à bout de force, cède sa place à Kivior à la 74e minute. Martinelli, également rempli de crampes, cède sa place en toute fin de match à Gabriel Jesus à la 88e. Et pour finir avec les changements, à la 90e, Timber également rempli de crampes laissera sa place au jeune Lewis Kelly qui faisait sa première apparition. Et finalement, bah, dans cette deuxième mi-temps, le temps passe. Et puis, ben, on se prend de plus en plus à espérer. On a de plus en plus de mal à respirer. Je pense que vous avez tous été tendus sur cette deuxième mi-temps. Et au final, quand on voit qu'il y a 7 minutes de temps additionnel, que la 97e est déjà passée, on se prend vraiment à espérer. Et puis, ben, vient ce dernier corner, joué rapidement par Grealish, joué à deux. Il va mettre la balle dans la boîte, comme on dit, dans la surface de réparation. Et là, s'ensuivent plusieurs cafouillages. Et c'est un but, excusez-moi du terme, ça va être peut-être mon gros mot de la journée, mais un but dégueulasse que l'on prend de Stone à la 98e minute. Et du coup, forcément, on ne peut être que frustré par ce résultat. Alors, très honnêtement, pour revenir sur ce résultat-là, moi, si avant le match, on m'avait dit on prend un point à City, on fait 2-2, moi, personnellement, j'aurais signé. C'est pas un manque d'ambition, mais c'est juste que les dernières prestations d'Arsenal ne m'avaient pas forcément rassuré. Celle de City non plus, mais joue à la maison. On a déjà perdu 2 points contre Brighton. Eux avaient fait un carton plein en Première Ligue avec 4 victoires sur 4 matchs disputés, pardon. Et donc, du coup, j'en avais parlé lors du dernier débrief face à Tottenham
je crois, avec Mechad, où je disais que si on doit perdre des points au passage, il est préférable pour moi de les perdre contre des équipes du milieu de tableau, voire de bas de tableau, même si c'est toujours dommageable, parce que quand vous ne les perdez pas contre des concurrents directs et que vous jouez encore ces concurrents directs, pardon, vous avez toujours la possibilité de les battre et donc de récupérer du retard, ce qui aurait été le cas puisqu'on aurait été premier de Première Ligue en l'emportant face à City. Le sort en a voulu autrement. Euh, mais si effectivement la frustration est un sentiment qui prédomine, en tout cas personnellement sur cette fin de match-là, il y a un sentiment que je n'avais pas encore connu depuis le début de cette première ligue. Alors peut-être si la victoire à Tottenham, mais pour d'autres raisons, puisque c'était un derby chez l'ennemi, mais en tout cas il y a un vrai sentiment de fierté parce on a vu un excellent match, alors pas forcément dans le jeu, vous vous doutez bien, mais dans le comportement, dans l'investissement. Et il n'y a pas de... Et même Partey, j'en ai parlé en introduction, où je vous disais que j'étais un petit peu surpris de sa titularisation par rapport aux dernières prestations. Mais même Partey, il a fait son match. Martinelli, que beaucoup conspué et enterré déjà, bah, il a fait pour moi un excellent match. Il s'est donné jusqu'au bout. C'était un des seuls. Alors, faut-il vraiment, sur un match comme cela, faire une analyse technique de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné, vous dire que bah, côté droit, on n'a pas vu un seul dédoublement entre Timber et Saka, mais que paradoxalement, sur le côté gauche, ça a beaucoup plus déroulé avec Calafiori et Martinelli. Et bizarrement, on voit Martinelli beaucoup plus en avant que Saka sur cette rencontre-là. Vous dire que le fait d'avoir Rice beaucoup plus bas m'a rassuré. Bah, tout ça, franchement, finalement, on s'en fout un petit peu parce qu'on a livré un match, un vrai match d'hommes. Et que donc, du coup, ça fait énormément de bien. Alors maintenant que tout cela est dit, que cette rencontre est terminée, on sait qu'on va enchaîner les matchs. Et là, il y a vraiment obligation de faire tourner dès mercredi je crois qu'on joue mercredi, face à Bolton, parce que Trossard, ben, suspendu, forcément. Trossard qui était un petit peu le remplaçant annoncé de Degarde ne sera pas là pour le prochain match de Première Ligue. Il ne sera pas là, Ødegaard ne sera pas rentré, puisque bon, après, on ne connaît pas encore la nature de son indisponibilité, la durée de son disponibilité, pardon, mais on parle vraiment de novembre, sachant qu'on jouera samedi prochain face à Leicester et que je ne vois pas comment on ne pourra pas lancer des jeunes comme Nwaneri pour suppléer les absences conjuguées de Odegaard et de Trossard notamment. Alors si on pourrait toujours redescendre à Vers et mettre Gabriel Jesus ou peut-être Sterling en pointe, mais je pense vraiment que contre Bolton, c'est l'occasion de faire confiance aux plus jeunes, en tout cas de les titulariser, et puis en fonction du déroulé du match et du scénario du match, de faire rentrer peut-être des joueurs plus aguerris et plus expérimentés et peut-être plus talentueux, que sais-je. Mais là, on voit que nos joueurs, on est même pas fin septembre, on les a vus rincer, et il va falloir absolument les faire souffler. Voilà, je sais même pas trop quoi vous dire de plus, à part vraiment ce sentiment de fierté et de déception mélangée. Euh, vous dire que voilà, j'ai pas forcément voulu créer un énorme débat sur l'arbitrage parce que déjà pour débattre, il faut être plusieurs et je suis tout seul. Donc déjà ça n'aide pas. Et puis surtout parce que à chaud, je pense qu'on aurait dit plein de bêtises. Donc euh, donc voilà, peut-être s'arrêter là. Il est temps pour moi de vous remercier pour votre écoute, de vous inviter comme toujours à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, notre page Facebook, notre compte X, anciennement Twitter, notre page Instagram, notre site internet où il y a eu encore des nouveaux articles, des articles d'avant-match, etc. Peut-être signaler également le match nul de nos féminines qui ont
qui ont joué à l'Emirates devant plus de 40 000 personnes face à City. Bah, c'était une double confrontation City-Arsenal et puis les deux se sont terminés sur le score de 2 buts partout. Euh, Féliciter, allez, je me lance. Féliciter Louis de Lasso, qui visiblement est un futur marié, puisque sa chère et tendre lui a dit oui à sa demande en mariage, si j'ai bien tout compris. Donc félicitations Louis et félicitations à madame. Ne jamais oublier le traditionnel bisou à la tata de Richard. Saluer Mechad qui souffre de l'humidité dans le coin de Singapour et qui nous manque sur ce type de podcast. Et je pense que j'aurais vraiment aimé, alors notamment que Richard et que les autres soient là, mais que Mechad soit là parce que je pense que c'est peut-être le seul match de la saison ou sur un match où on a été dominé, mais de par l'engagement, il aurait été fier d'un match comme ça. Donc voilà. Et puis, bien entendu, si nos podcasts et nos débriefs et les différents sujets que l'on vous propose vous plaisent toujours autant, n'hésitez pas à noter ce podcast-là, à vous abonner sur le petit plus pour être informé des dernières sorties de podcast. Il est dimanche soir, je vous souhaite une bonne soirée. Dans quelques minutes, je crois qu'il y a l'Olympico qui va commencer en France. Certains s'en foutent, d'autres un petit peu moins. Je vous souhaite une bonne semaine et puis n'oubliez pas que ça reste que du foot. Je vous embrasse très fort. À très bientôt.